Bonjour et bienvenue dans le 13h. À la une de cette édition, Cyril Ramaphosa est arrivé hier mercredi à Abidjan dans le cadre d'une visite de travail de 72 heures. Le président de l'Afrique du Sud, qui est à la tête d'une forte délégation, aura à son agenda plusieurs activités, notamment l'ouverture cet après-midi du Forum économique ivoiro-sud-africain et la signature d'accords bilatéraux. Hier mercredi, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Le conseil a adopté un projet de loi portant PND pour la période 2021-2025 et 2 décrets ont également été adoptés. On en parle dans ce 13h. Et dans ce 13h également, on ira en Éthiopie où le gouvernement s'est engagé dans une large contre-offensive qui semble pousser les forces tigréennes à se replier. Une dizaine de villes auraient été reprises aux rebelles. C'est ce qu'a assuré hier un porte-parole gouvernemental. C'est à suivre en toute fin de journal. Le président de l'Afrique du Sud, donc Cyril Ramaphosa, est à Abidjan. À son agenda, plusieurs activités. Il a eu notamment un entretien ce matin avec son homologue ivoirien, tête-à-tête suivi de la signature de plusieurs accords bilatéraux. C'était à la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République. Signature d'accords que vous voyez là en image. Cyril Ramaphosa présidera ensuite aux côtés du président Alassane Ouattara la cérémonie d'ouverture du Forum économique ivoiro-sud-africain. C'est à 14h cet après-midi même. Le président de l'Afrique du Sud est donc à Abidjan depuis hier mercredi 1er décembre dans le cadre d'une visite de travail de 72 heures. Cyril Ramaphosa a été accueilli hier dès son arrivée à sa descente d'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par son homologue, le président Alassane Ouattara. Retour sur son arrivée avec Herman Guivet. Il est 17h, passé de plusieurs minutes. L'avion transportant à son bord le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, se pose sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Présent en Côte d'Ivoire pour une visite d'État de 72 heures, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est accueilli au bas de l'échelle de coupé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, reçoit le traditionnel aquaba, le bouquet de fleurs, toute la symbolique de la bienvenue en Côte d'Ivoire, comme pour lui dire qu'il est bien chez lui, ici, en Côte d'Ivoire. Les deux hommes se connaissent bien, échange de civilité entre eux, puis le président sud-africain reçoit les hommages du Premier ministre ainsi que de plusieurs membres du gouvernement présents au bas de l'échelle de coupé. Les honneurs militaires sont ensuite présentés au président sud-africain par 5 détachements, 3 détachements de la garde républicaine, 2 de l'école de gendarmerie d'Abidjan, la musique de la garde républicaine, le drapeau et sa garde. Les deux chefs d'État prennent tout de suite la direction du pavillon présidentiel où attendent plusieurs invités de marque. Tous veulent, à leur façon, présenter leur civilité à l'hôte de la Côte d'Ivoire. Le président sud-africain, le président ivoirien Alassane Ouattara se retire ensuite dans un salon privé du pavillon présidentiel pour un bref échange. À l'extérieur, les têtes couronnées forment une haie pour saluer l'arrivée du président sud-africain, une façon de lui dire « bienvenue en terre ivoirienne ». Échange terminé, le président Alassane Ouattara et son hôte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, prennent place à bord de leur véhicule de commandement, direction le palais présidentiel. Je vous le disais en titre, un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais de la présidence de la République, une rencontre qui avait plusieurs sujets à l'ordre du jour. Le conseil a par exemple adopté un projet de loi portant PND pour la période 2021-2025 et entre autres décrets adoptés, il y a celui portant attribution, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers nationaux. Ensuite, le compte-rendu de Jérôme Kofi Abouel. Comme un rituel, même si en réalité il n'en est pas un, le Conseil des ministres du gouvernement ivoirien, sous la haute autorité du président de la République Alassane Ouattara, honore toujours ses rendez-vous sans ménager d'efforts.
Comme pour être en conformité avec les règles, la rencontre de ce mercredi 1er décembre 2021 n'a laissé aucun des dossiers à traiter pour compte. Les décisions pertinentes prises au cours de cette journée démontrent encore que le président de la République et les membres du gouvernement font tout ce qui est divinement possible pour ne pas manquer le coche quant à leur détermination à se mettre à la disposition du peuple. Des décisions autant que l'on peut en prendre. En tête de toutes celles qui ont été sélectionnées en cette circonstance vient le projet de loi portant Plan national de développement 2021-2025. Dans l'élan des PND précédents, le PND 2021-2025 vise à soutenir la croissance économique et à accélérer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, le développement du capital humain et le renforcement de la gouvernance de façon à hisser notre pays au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Dans cette dynamique, le PND 2021-2025 projette une croissance économique moyenne de 7,65% sur la période 2021-2025 contre 5,9% sur la période 2016-2020. Une mesure en appelle une autre. Il s'agit encore d'un projet de loi qui, cette fois, concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle. Un projet de loi d'orientation de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle en Côte d'Ivoire qui détermine les principes généraux d'une réforme globale. Cette loi fixe de nouveaux principes de gouvernance et de financement du dispositif de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle établit notamment de nouveaux mécanismes de formation et d'évaluation en vue de mettre en cohérence le dispositif avec le système productif. Elle consacre notamment le partenariat école-entreprise. Elle institue des structures de formation de type particulier avec la gestion déléguée au secteur privé. Cette loi introduit de nouveaux modes et de nouvelles modalités de formation et d'évaluation qui intègrent, entre autres, l'alternance, la validation des acquis de l'expérience et la certification des compétences techniques et professionnelles. Le Conseil des ministres a par ailleurs pris 9 projets de décret pour le système sanitaire. Des mesures avec pour objectif principal d'améliorer les conditions de travail des agents de santé. L'essentiel de ces projets de décret porte sur le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle en liaison, bien entendu, avec tous les ministères concernés. L'ensemble de ces décrets concourt à la mise en œuvre de la politique de réforme hospitalière engagée par le gouvernement à travers la loi du 24 mars 2014 instituant la CMU et celle du 23 juillet 2019 portant réforme hospitalière. Ces décrets mettent donc en place un nouveau dispositif national de santé publique déployé de façon rationnelle et équilibrée sur l'ensemble du territoire national avec de nouvelles instances dirigeantes et un nouveau mode de fonctionnement incluant les populations, les associations d'usagers et les collectivités territoriales. Ce nouveau dispositif hospitalier intègre également l'utilisation systématique des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'une nouvelle gestion financière et comptable plus transparente en vue de garantir aux populations des soins de qualité à moindre coût avec un personnel qualifié et plus motivé. Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire. Le Conseil, avant de se retirer, a donné l'information sur la visite de 72 heures du président sud-africain en terre ivoirienne à compter de ce mercredi. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Plusieurs accords bilatéraux à cette occasion seront signés selon le Conseil, qui d'ailleurs ne manque pas de dire un mot sur son prochain rendez-vous prévu
le 8 décembre 2021. Un compte-rendu signé Jérôme Kofi Abola. Le coronavirus veut à tout prix échapper à notre contrôle. Le SARS-CoV-2 a muté. Il a un nouveau variant, Omicron, dont la contagiosité s'avère plus rapide. Nous devons donc multiplier nos efforts de lutte. Le monde compte à ce jour 264 millions de personnes touchées par le coronavirus. Parmi elles, 5,22 millions sont mortes. Ici en Côte d'Ivoire, ce sont 704 décès qui ont été enregistrés sur un total de 61 758 malades depuis mars 2020. 28 nouveaux cas ont été confirmés dans la seule journée d'hier mercredi et 251 cas sont actuellement actifs. Les gestes barrières et le vaccin, voilà nos seules alternatives pour être à l'abri. De concert, l'ONU et l'Union africaine ont condamné hier la ségrégation dont font l'objet certains pays d'Afrique australe depuis la découverte du variant Omicron en Afrique du Sud. Le président de la commission de l'UA était à l'ONU où il a rencontré le secrétaire général pour leur entretien annuel et c'est l'actualité qui a pris le pas sur leurs réflexions diplomatiques habituelles. Par ailleurs, il regrette aussi que la très grande majorité des vaccins arrivent sans seringues, aiguilles et diluants, autant d'outils et matériels pourtant indispensables à la bonne injection du vaccin. Parlant de seringues et de vaccins, je vous envoie découvrir en cette mi-journée un secteur remarquable de la santé, du paramédical précisément. C'est le métier d'aide-soignant. Parmi le personnel de santé, l'aide-soignant est sans doute le plus proche des personnes hospitalisées. Il assure l'hygiène et le confort des patients. Il apporte aussi son soutien aux personnes dépendantes pour toutes les tâches de la vie quotidienne. En Côte d'Ivoire, ils sont autour de 9000 et ils entendent bien promouvoir leur métier. Le 26 novembre dernier, c'était leur journée. Michel Kwame, Astotore Dagnogo. Hôpital général de Bingerville, service des urgences médicales. Il est 8 heures. Mireille Kouakou, aide-soignante, est de permanence. À la salle des urgences, un patient est admis en consultation. Vérification du poids, prise de température, remplissage du carnet et réfèrement des patients vers le médecin du jour. Un balai incessant qui rythmera la journée de l'aide-soignante. Quand j'arrive le matin, je reçois les malades d'abord, j'accueille le patient avec le sourire, j'installe le patient, pour les constants du patient, je l'installe dans le bureau du médecin. Quand il y a des urgences, nous aidons les infirmiers dans les tâches, les soins infirmiers. Nous travaillons beaucoup, au maximum 50 malades par jour. Parmi les métiers du paramédical, celui des aides-soignants est l'un qui s'exerce avec le plus de proximité auprès des personnes admises en soins. Quand le patient vient, il faut qu'il soit à l'aise pour ne pas qu'il y ait des infections nosocomiales. Il faut beaucoup d'aides-soignants pour l'hygiène même de la chambre, du lit du patient. Maillon essentiel de la chaîne de soins, l'aide-soignant exerce sous l'œil vigilant de l'infirmier ou du médecin. On le retrouve dans tous les services de santé. Je demande aux aides-soignants de continuer d'être toujours accueillants, que l'attente entre eux et les infirmiers et les sages-femmes continue, la complicité qu'il y a, que cette complicité continue toujours pour le bien-être des patients. Sans les aides-soignants, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas travailler, mais en tout cas, ils jouent un rôle très, très important à l'hôpital. On peut recevoir plus de, souvent, 60-70 malades. Souvent même, on a fait 100. Et souvent, on est là jusqu'au soir. C'est un métier. Il faut avoir l'amour du métier. Et quand tu n'as pas l'amour, là, tu ne peux pas. S'appuyant sur les soins relationnels, l'aide-soignant assure l'hygiène et le confort des patients. Il apporte son soutien aux personnes dépendantes. Quand une dame arrive, elle se plaint des douleurs, elle est vraiment désespérée, elle dit qu'elle ne peut plus, elle est fatiguée. Je suis à côté d'elle, je la remonte, je lui dis que ce n'est pas facile. C'est comme ça, nous tous nous sommes passés par là. Après l'accouchement, la mère est heureuse après avoir porté son bébé, elle oublie toute cette douleur. Bien qu'ils rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur métier, c'est l'occasion pour eux d'améliorer la qualité de leur service
à travers des sensibilisations. Par nous-mêmes, notre passage dans les hôpitaux pour parler un peu à nos partisans, parler un peu à nos membres de l'association. Nous sommes un maillon très important dans le système sanitaire. On n'est pas à négliger. Alors il faut se donner de la valeur. Sur les groupes WhatsApp que nous avons créés, on fait des formations, des contenus là-bas, en attendant que le ministère puisse répondre à nos revendications. Les aînés essaient de donner des conseils aux cadets pour leur montrer la conduite à tenir. En Côte d'Ivoire, la célébration nationale de la Journée mondiale de l'aide-soignant se tiendra le 4 décembre 2021 à Abidjan. Rappelons que la Côte d'Ivoire compte plus de 9000 aides-soignants et auxiliaires de santé. On va quitter l'hôpital et on va se mettre à la lecture. L'ouvrage que je vous propose parle de croissance économique en Afrique, état des lieux et perspectives à l'ère du coronavirus. On y parle par exemple de la croissance économique forte de ces 2 dernières décennies et qui pourtant n'a pas réduit la pauvreté et le chômage. C'est un livre témoignage et l'auteur n'est autre que l'ancien ministre de l'économie Adama Koné. L'ancien Bakayoko était à la dédicace. Ce livre, écrit par Adama Koné, trace les sillons d'un avenir meilleur, véhicule une invitation à la rétrospection et à la prospection. Une production scientifique de 256 pages denses, en rupture avec le conformisme habituel. Des solutions aux défis nouveaux liés à la problématique de la pandémie mondiale. C'est un livre qui renferme une mine d'informations sur la notion, ses différentes manifestations, et les meilleures pratiques à expérimenter pour en faire un instrument de progrès social et de bien-être. Travailler au bien-être des populations, c'est résoudre l'épineuse question du chômage, augmenter les revenus des salariés et surtout créer les conditions d'une croissance résiliente, durable et inclusive. Cette croissance robuste oblige l'Afrique à tirer les leçons des modèles économiques exclusivement adossés à l'exportation des matières premières brutes. Nos économies, j'en suis convaincu, ont besoin plus que jamais de cette transformation soutenue par une industrialisation rationnelle pour bâtir une croissance durable et inclusive, offrant à chaque citoyen les opportunités d'accroissement de ses revenus et d'amélioration de sa qualité de vie. Dans cette ambiance de morosité où 39 millions d'Africains ont sombré dans la pauvreté en raison de la pandémie mondiale, la Côte d'Ivoire fait office de rescapé. Pas nécessairement du fait de la providence, mais grâce au plan national de développement mis en place par le gouvernement depuis 2011. Une véritable success story. Notre conviction est qu'en s'appuyant sur les success stories de ces 8 dernières années, la Côte d'Ivoire peut aller encore plus loin pour accélérer la croissance inclusive et durable et asseoir une société solidaire, une société de prospérité partagée. Selon les anticipations du Fonds monétaire international, la Côte d'Ivoire devrait enregistrer un rebond de sa croissance autour de 6% en 2022, en ligne avec les niveaux d'investissement projetés par le président Alassane Ouattara. Le Premier ministre me charge de vous adresser ses chaleureuses félicitations pour ce bel ouvrage sur la croissance économique qui fera assurément tache d'huile, tant il allie théorie et pratique, vision et vécu. L'ouvrage du ministre Adama Koné s'achève sur une note chargée d'optimisme. Bâtir des éléphants d'Afrique à l'image des dragons d'Asie, c'est possible. Et la Côte d'Ivoire va vendre de l'électricité à la Sierra Leone. Le contrat a été signé hier, 1er décembre, en présence du ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole. Ce sont 70 gigawattheures d'électricité qui seront ainsi fournis les 2 premières années à la Sierra Leone et 100 gigawattheures la 3e année. Le reportage de Jean-Louis Bambo. Après la Guinée, la Sierra Leone. Un autre contrat d'achat d'énergie signé par la Côte d'Ivoire dans le cadre du projet d'interconnexion entre les 4 pays de la sous-région que sont le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Aboutissement d'un processus qui a débuté en juin 2020. Le projet CLSG devient à la fois un lien physique et un outil d'échange économique stratégique à la disposition de nos pays. Les contrats d'achat d'énergie en cours de signature sont des contrats bilatéraux de 3 ans renouvelables de type TKP
et comporte les mêmes obligations pour tous les acheteurs. La Côte d'Ivoire s'engage à fournir 70 gigawattheures à la Sierra Leone pendant les 2 premières années et 100 gigawattheures la 3e année. De quoi résoudre une partie des problèmes en électricité de ce pays. We are happy we've signed the PPA today, and what we are expecting. Nous sommes contents de signer cet accord de fourniture de courant électrique avec les autorités ivoiriennes, car notre ambition est de faire en sorte que chaque Sierra Léonais ait du courant électrique chez lui à la maison. C'est même ce que notre peuple attend le plus. Au-delà des protocoles et des signatures, il me faut ramener de l'électricité au pays pour que chaque foyer puisse allumer le courant électrique la nuit tombée. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a exhorté ses collaborateurs à prendre toutes les dispositions afin de mettre en œuvre le plus tôt possible le contrat qui vient d'être signé. L'attente est très forte en Sierra Leone à la suite de cette mission effectuée ici en Côte d'Ivoire. Ils attendent l'électricité et il est donc important que nous nous mobilisions pour que l'électricité soit disponible pratiquement dès leur retour au pays. Après la Guinée et la Sierra Leone, le Libéria est le prochain pays qui devrait signer un autre contrat d'achat d'énergie avec la Côte d'Ivoire dans le cadre de ce projet d'interconnexion sous-régionale. Alors maintenant, à la découverte des nouvelles réformes des concours administratifs. C'est avec le directeur général de la fonction publique lors de la rencontre hebdomadaire du CICG. Le directeur général de la fonction publique était donc face aux internautes et aux journalistes, et parmi eux, Wotianga Noël Danyogo et Grace Kando. Le directeur général de la fonction publique, invité du 7e numéro hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Pendant environ 1 heure, Soro Ninagafol s'est appesanti sur les nouvelles réformes engagées dans le cadre des concours administratifs session 2021. Cette nouvelle dynamique a entraîné le renforcement de la politique de déconcentration des concours dans les régions, avec l'extension aux villes de Bondoukou, Man et San Pedro. Il y a des cours de préparation en ligne qui permettent aux candidats de se mettre à niveau avant d'aller à la compétition. Le ministère, toujours dans l'esprit de la transparence et de l'équité, a mis en place un comité d'éthique. Haute innovation, c'est la publication des résultats par vagues successives à mesure que les concours se déroulent. À ces nouvelles réformes s'ajoute le collège de supervision. C'est un collège qui a pour mission de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble de l'organisation des concours depuis l'inscription jusqu'à la proclamation des résultats. Les inscriptions des concours de la fonction publique en session 2021 ont débuté lundi 21 juin et ont pris fin vendredi 6 août 2021. Au total, 115 979 candidats ont été inscrits pour 111 829 dossiers validés pour composition sur table et 4 150 sur étude de dossiers. Les compositions se tiennent sur 15 sessions dans 75 centres, dont 57 à Abidjan et 18 à l'intérieur du pays, avec 72 superviseurs de centres. La sécurisation des concours cette année est assurée par la Gendarmerie nationale. On va maintenant à Vavois, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale y était cette semaine. Adama Kamara était en contact avec des populations pour promouvoir les offres de services. Il y a procédé au lancement d'une tournée nationale dénommée la Ronde du Social, une caravane au cours de laquelle il expliquera entre autres les avantages de la couverture maladie universelle. On en sait plus avec Soro Corona, RTI Boaké. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale face aux fonctionnaires et agents de l'État, aux acteurs du secteur informel et aux populations de Vavois. Adama Kamara explique à ses interlocuteurs les différents mécanismes pour renforcer le dispositif de la protection sociale en Côte d'Ivoire. Les 3 nouveaux régimes de ces 10 dernières années passés au peigne fin par le ministre. Le régime complémentaire des retraites, le régime du travailleur indépendant et la couverture maladie universelle. Même si ces différentes offres de services sociaux sont peu vulgarisées, elles sont bien accueillies. Nous, les artisans du secteur privé, il était difficile pour nous de pouvoir avoir une sécurité sociale. Et nous prions Dieu pour que tous les artisans puissent s'intéresser à la chose. À travers cette séance d'information,
de sensibilisation et d'échange. Le ministre Adama Kamara lance ainsi la ronde du social. La ronde du social est désormais la tribune pour la promotion des acquis de la protection sociale en Côte d'Ivoire. Le président de la République n'a pas fait que penser au secteur public. Il a fait adopter ce qu'on appelle le régime social du travailleur indépendant. Ce régime social du travailleur indépendant permet d'avoir, eux aussi, qui ne sont pas fonctionnaires et agents de l'État, une retraite. Nous avons estimé qu'il fallait faire une promotion à la mesure de la générosité de l'action du président de la République. On a voulu commencer cela dans une ville comme Vavois. Après ce lancement de Vavois, la ronde du social va sillonner toutes les régions du pays afin de mieux vulgariser ces différents régimes sociaux. Et du côté de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire, l'actualité, c'est cette réunion conjointe du conseil municipal et du conseil régional de la Bagoué. L'objectif affiché, c'est la promotion de la cohésion sociale en vue du développement de la région. C'était au quartier Fagayogo à Bundiali. Le témoignage d'Ami Sissoko, notre correspondante sur place. Une grande première dans la région de la Bagoué. 2 conseils en un. La mairie de Bundiali et le conseil régional de la Bagoué tiennent respectivement leur 3e et 4e session de l'année ensemble sous le regard admiratif du ministre-gouverneur Issa Coulibaly. Résolution importante du conseil municipal avec à sa tête la ministre-maire Maria Toukone. L'adoption du budget primitif 2022 de 415 millions 15 000 francs CFA est en hausse de 44 843 000 francs CFA par rapport au précédent. Et la remise d'une ambulance médicalisée à la maternité du quartier Bel-Air d'un coût de 35 millions de francs CFA. La 3e année de notre fonctionnement pour mon équipe municipale, notre Bundiali continue lentement mais sûrement sa marche vers le progrès, sa marche vers le développement, sa marche vers la modernité, mais en gardant ses pieds dans la tradition. Après le conseil municipal, place au conseil régional. Son président Siama Bamba et son équipe ont mis cette année un accent particulier sur la santé des populations. Les centres de santé de Ouazomon, Mbele et Mounini, respectivement dans les départements de Bundiali, Tingrela et Kouto, ont chacun reçu une ambulance médicalisée. Coût total, 120 millions de francs CFA. Pour 2022, nous allons renforcer les projets visant à l'autonomisation de nos populations pour les sortir de la vulnérabilité. Le ministre-gouverneur Issa Coulibaly se réjouit de ce conseil conjoint, symbole de cohésion sociale. Vous êtes de véritables acteurs, de véritables bâtisseurs qu'il convient de saluer à sa juste valeur. Et je voudrais vous saluer et vous dire combien je suis fier de ce que je vois ici aujourd'hui. Ce conseil jumelé de la Bagoué a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale de l'enfant. Les enfants accompagnés de Marc Vincent, représentant résident de l'UNICEF, ont à l'occasion découvert le fonctionnement de la mairie et du conseil régional, 2 entités territoriales. Ce conseil historique de la Bagoué prend fin avec le lancement des travaux du nouveau siège du conseil régional et la mise en marche des premiers feux de Bundiali. Et pendant ce temps, ici à Abidjan, se tenait un atelier de formation. Il s'agissait de renforcer les capacités des organisations nationales des droits humains d'Afrique subsaharienne francophone dans leur utilisation des mécanismes africains et internationaux de la protection des droits humains. Cela pour qu'à terme, elles participent efficacement à la promotion et la protection des droits économiques, des droits sociaux et des droits culturels. C'est Sephora Zegui. Permettre aux journalistes et aux organisations de la société civile, acteurs clés de promotion des droits humains, de mieux comprendre les droits économiques, sociaux et culturels des hommes. C'est le but de la formation initiée par Human Dignity, une ONG qui milite pour la promotion des droits de l'homme en Afrique subsaharienne. Avec les différentes rencontres qu'on a eues avec les différents participants des différents pays, on se rend compte que la mise en œuvre de ces droits, même si elle est timide, est en train quand même de prendre une marche tout doucement.
L'Organisation de défense des droits économiques, sociaux et culturels de l'homme, Human Dignity, veut à travers cette formation contribuer à vulgariser ces droits inhérents à la vie. Avec nos partenaires du RIDEF et du MIDH, nous avons constaté que les droits économiques, sociaux et culturels sont particulièrement négligés sur le continent et qu'il était nécessaire d'outiller, d'équiper tant les journalistes que les représentants d'OSC sur la manière de mieux communiquer sur ces droits, de sensibiliser les populations, mais aussi de mieux plaider pour des changements au niveau national. Human Dignity est une ONG française créée en 2014. Depuis cette date, elle accompagne ONG et hommes de médias dans la promotion des droits économiques, sociaux et culturels. Elle fait également des plaidoyers pour la prise en compte de ces droits dans les politiques sociales des gouvernements d'Afrique au sud du Sahara. Est-on en train d'assister à un nouveau renversement de situation en Éthiopie? Les rebelles tigréens et leur coalition s'étaient récemment approchés à moins de 200 km d'Addis Abeba, faisant planer une menace sur la capitale. Mais depuis plusieurs jours, le gouvernement s'est engagé dans une large contre-offensive qui semble pousser les forces tigréennes à se replier. Une dizaine de villes auraient été reprises aux rebelles tigréens. C'est ce qu'a assuré hier un porte-parole gouvernemental. Parmi ces villes, certaines sont stratégiques comme Chifra sur le front Est, Shewarobit sur le front Sud et Gachena sur le front Ouest. On se retrouve demain à 13h sur la chaîne Kiras.